Donc nous allons sans transition quand même poursuivre avec une présentation en duo par le professeur Jocelyn Ouenou et Pauline Favre. Le professeur Jocelyn Ouenou qui travaille donc au sein de l'équipe psychiatrie translationnelle à l'Institut Mondor de recherche biomédicale. Il est également responsable de l'équipe UNIACT à Neurospin. Et je te laisse présenter Pauline Favre. Et Pauline Favre, qui est psychologue, qui fait son postdoc dans l'équipe du professeur Jocelyn Ouenou, et qui va nous présenter un petit peu son application clinique avec elle a eu la chance là d'avoir un PHRC sur troubles bipolaires et l'intérêt du neurofeedback en IRM. Merci, bonjour. Merci de nous avoir invités à présenter ce qu'on a fait, puisqu'on veut surtout faire en neurofeedback, en IRM fonctionnel, dans le trouble bipolaire. Et alors, en fait, c'est vrai que la journée s'appelle, le titre, neurosciences cognitives. Bon, là, on va parler de quelque chose d'assez émotionnel, même s'il y a une interférence, on va dire, cognitive. Mais le principe de ce qu'on va présenter, c'est en fait dans une application clinique, dans un trouble clinique, le trouble bipolaire, essayer de décrire comment est-ce qu'on va utiliser ce qu'on a pu trouver ou ce que différentes équipes ont pu montrer en IRM fonctionnel de la physiopathologie du trouble bipolaire pour monter notre protocole de neurofeedback en IRM fonctionnel dans le trouble bipolaire. Donc moi je présenterai quand même brièvement un petit peu le trouble bipolaire, je ne suis pas sûr que tout le monde soit complètement familier avec, et les enjeux cliniques, et puis aussi les modèles neuro actuels du trouble bipolaire, et puis Pauline parlera plus des stratégies existantes ou connues de régulation émotionnelle, et puis du protocole de neurofeedback en lui-même. Voilà, donc nous, comme on est basé à Paris, enfin à Créteil et à Neurospin, plateforme du CEA à Saclay. Alors, brièvement, le trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie psychiatrique chronique de l'adulte, généralement, fréquente, qui touche entre 1,5 et 1% de la population dans le monde, en France et dans le monde. Qui touche autant, alors c'est un peu différent du reste des dépressions ou du reste des troubles de l'humeur, elle affecte autant les hommes que les femmes. Et c'est une maladie chronique et sévère. Alors on peut donner plein de chiffres pour illustrer la sévérité. L'OMS l'avait classée dans les 10 maladies les plus invalidantes de l'adulte jeune, toute spécialité médical, tout trouble médicaux confondus. Un autre chiffre épidémiologique classique qu'on donne, c'est que sur 100 patients diagnostiqués avec un trouble bipolaire, 15 vont décéder par suicide. Ça donne déjà une indication quand même de la gravité du trouble. Et puis alors on a différents problèmes cliniques actuellement, dont je vais reparler un peu plus tard, et c'est pour ça qu'on souhaite utiliser et développer une nouvelle technique. Alors qu'est-ce que c'est? Comment s'exprime? Quels sont les symptômes principaux du trouble bipolaire? Donc, c'est des patients qui connaissent globalement 3 phases. Pour la plupart, la majorité du temps, ils sont hors épisode aigu, dans une phase euthymique, qu'on appelle euthymique, donc ni déprimé ni excité. On reviendra un petit peu dessus, parce que nous, c'est cette phase-là quand même qu'on va viser. Et ces patients sont susceptibles de faire fréquemment des épisodes de dépression sévère ou des épisodes qu'on appelle maniaques, que vous pouvez conceptualiser comme l'inverse de la dépression, avec une insomnie importante, voire totale, une excitation, des idées délirantes, une désinhibition. Voilà. Alors, donc ça c'est le trouble bipolaire, la clinique du trouble bipolaire. Donc les patients à partir de l'âge de 15, 20, 25 ans vont faire comme ça des récurrences d'épisodes dépressifs et maniaques sévères. L'étiologie, l'étiologie du trouble bipolaire est mal connue. Voilà, alors il y a la version compliquée et la version simple de l'étiologie du trouble bipolaire. Alors on peut passer directement à la version simple, on ne sait pas trop. Voilà, bon, c'est comme ça, comme plein d'autres pathologies psychiatriques, on va dire. La version compliquée, c'est que y a une interaction de facteurs génétiques. On est sûr qu'il y a une part, il y a une héritabilité dans le trouble bipolaire, même s'il n'y a pas de facteur de risque
alléliques très clairement identifiés, ou en tout cas quelques, mais qui augmentent de très peu en fait à chaque fois le risque de troubles bipolaires. Et puis on identifie quand même quelques facteurs environnementaux qui contribuent à l'émergence ou au risque du trouble bipolaire, le plus important étant les traumatismes répétés pendant l'enfance. Hein, et les traitements actuels du trouble bipolaire, alors en fait les traitements actuels du trouble bipolaire, il y a plusieurs lignes de traitement. En tout cas, pour l'instant, dans les recommandations, c'est des traitements qu'on donne à vie pour toute la vie du sujet. Et il y a des traitements médicamenteux, des traitements non médicamenteux. Dans les traitements non médicamenteux, il y a certaines psychothérapies, la psychoéducation. Et dans les traitements médicamenteux, alors on a un nombre important de molécules qui marchent en fait bien en particulier sur les épisodes aigus. Donc chez les patients par exemple maniaques, on sait à peu près bien traiter l'épisode maniaque. Ça marche déjà un peu moins bien dans la dépression du sujet bipolaire. Hein. Il y a très peu de traitements approuvés pour la dépression du sujet bipolaire. Et les traitements là que j'indique, comme le lithium, hein, qui est le chef de file, sont censés prévenir la récidive ou l'occurrence d'épisodes dépressifs ou maniaques. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que les patients qui sont hors épisode dépressif ou maniaque, qu'on appelle nous euthymiques, continuent à avoir certains symptômes qui sont invalidants et qui vont entraîner à la fois et les rechutes et des difficultés sociales, professionnelles d'insertion, en particulier des symptômes résiduels de type anxieux ou de dépression qui sont un peu sous le seuil de ce que nous on va caractériser comme épisode dépressif caractérisé. Et en tout cas pour ces symptômes-là, l'anxiété résiduelle entre les épisodes et la dépression résiduelle entre les épisodes, on a très peu de traitements, on n'a pas, enfin très peu de traitements efficaces à l'heure actuelle. Alors, comme je disais, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser les connaissances dérivées de l'imagerie du trouble bipolaire pour développer notre protocole de neurofeedback. Alors, évidemment, comme c'est quand même une pathologie de nature émotionnelle, les principaux symptômes, que ce soit dans la dépression, dans la manie ou même dans les phases entre les épisodes, sont de nature émotionnelle. On ne sera pas étonné de retrouver des anomalies dans le système limbique chez des groupes de patients bipolaires. Ça, c'est une représentation assez classique du système limbique tel que défini par Papez et autres il y a plus d'une centaine d'années maintenant à partir des études de lésions. Nous, c'est vrai je vais vous montrer pourquoi on va s'intéresser plus particulièrement à l'amygdale cérébrale, qui est bien connu effectivement pour son implication dans les processus liés à la peur, tous les modèles de Ledoux, etc., et qui aujourd'hui dont le rôle est un peu réévalué par beaucoup d'études, surtout chez l'animal, des études qui étudient la circuiterie de l'amygdale. Alors la circuiterie classique qui est connue de l'amygdale, c'est la modulation par le cortex préfrontal de l'activité amygdalienne, mais des études conduites, y compris par exemple des gens de Bordeaux comme Anna Beyeler, au neurocentre, sur les animaux, les souris et les rats, ont montré qu'en fait, dans l'amygdale basolatérale, qui est un noyau de l'amygdale, on a des projections spécifiques qui semblent coder les valences positives et négatives émotionnelles. Par exemple, des projections entre l'amygdale et le nucleus accumbens pour les valences positives, ou les projections entre l'amygdale basolatérale et le reste de l'amygdale ou l'hippocampe central pour tout ce qui est valence négative. Donc en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature autour, en tout cas beaucoup chez l'animal, où on réévalue un petit peu le rôle, la structure, la connectivité de cette région, effectivement très impliquée dans les processus émotionnels. Alors pour l'instant, il y a peu de données très comparables chez l'homme, parce qu'en fait, les gens utilisent des techniques de manipulation type optogénétique, etc., qui sont effectivement pas transposables comme ça à l'homme, mais on a différents protocoles, nous par exemple, pour essayer de scanner à haute résolution la connectivité de l'amygdale pour identifier ces noyaux et essayer de
corréler les valences positives, le codage positif et le codage négatif avec ces différentes zones de connexion de l'amygdale. Bon, chez le sujet sain, les modèles classiques de traitement de l'émotion, en gros, impliquent deux réseaux cérébraux, un réseau de régulation automatique des émotions qui s'active très précocement, très intensément, avant même que vous en ayez conscience en face d'une information de nature émotionnelle, avec des zones comme là, celles qui sont en rouge, l'amygdale, l'hippocampe et les noyaux gris centraux, ce réseau va être régulé dans un second temps par un réseau de régulation volontaire des émotions qui implique en particulier le cortex préfrontal et les régions singulaires dorsales et qui va pouvoir permettre de remettre un peu en contexte l'information émotionnelle et moduler l'activité par exemple de l'amygdale. Les exemples classiques qu'on donne pour cela, parce que l'amygdale c'est une région très conservée quand même dans l'évolution des mammifères, même si le volume de l'amygdale basolatérale a beaucoup augmenté au cours de l'évolution, c'est une région qui est quand même bien conservée au cours de l'évolution. Et l'exemple un peu classique qu'on donne de pourquoi est-ce qu'il y a comme ça une région qui s'active, en particulier pour les stimuli négatifs, c'est si vous êtes dans la savane africaine il y a 30 000 ans et que vous avez quelque chose qui vient vous menacer, là, vous voyez quelque chose de jaune qui avance hyper vite vers vous. Alors, soit vous faites les opérations cognitives, c'est jaune, où est-ce que je suis dans la savane, oulala, bon, ça arrive, ça ressemble à quelque chose, voilà. Ça marche pas hyper bien. Bon, voilà, il y a un peu de sélection naturelle. Et donc, vous avez besoin d'une région qui s'active précocement avant que vous ayez fait quelque chose de cognitif comme ça, et qui va vous donner un ordre, l'ordre, là, en l'occurrence, de fuir. Et c'est pour ça aussi que les activations de l'amygdale, donc ça c'est l'amygdale, et c'est aussi pour ça que les activations de l'amygdale peut-être sont toujours beaucoup plus faciles à observer pour tout ce qui est émotions négatives, et pour la peur, mais globalement pour les émotions négatives, que pour les émotions positives. On a quand même beaucoup plus de mal dans toutes les tâches à activer l'amygdale pour la joie, entre guillemets, ou des émotions positives de ce type-là. Mais chez l'humain, donc à part ce réseau automatique, précoce, préconscient, peu cognitif de régulation des émotions, on a besoin de pouvoir remettre les choses en contexte, parce que si vous voyez le même lion dans la même savane au cinéma, a priori vous partez pas en courant, parce que vous remettez, dans l'IRM on va voir vos activations de l'amygdale, mais en fait on va voir aussi que le cortex préfrontal, via les connexions frontolimbiques qui étaient évoquées précédemment, le cortex préfrontal va pouvoir moduler, diminuer l'activité de l'amygdale. Voilà. Mais par contre, il faut pouvoir avoir les informations cognitives qui vont vous permettre ces opérations-là. Si on reprend un autre exemple classique, c'est les premières séances de projection du cinéma, où donc les gens ont vu comme ça, c'est un train arriver en gare de, je crois, Saint-Raphaël. Hein, et donc le train arrivait comme ça, et eux ils étaient assis, et la moitié de la salle est partie en courant. Parce qu'ils n'avaient pas l'information. Ils ne pouvaient pas remettre en contexte le fait que ça, c'était pas un stimulus vraiment menaçant pour eux, et qu'en fait, c'était que du cinéma. Donc eux, ils n'avaient pas cette information, donc eux, ils sont partis en courant, parce que, probablement, pas l'IRM fonctionnel, mais leur amygdale s'est activée fortement et leur a donné l'ordre de fuir. On extrapole un peu, mais... Alors chez les patients bipolaires, comment un peu on peut tester ce modèle et qu'est-ce qui varie un peu chez les patients bipolaires? Alors je vais parler là pour le reste très peu de la dépression, très peu de l'état maniaque, mais vraiment des patients bipolaires dits euthymiques, donc hors épisode aigu. Pourquoi? Parce que alors c'est eux qu'on va viser, comme vous l'expliquera Pauline, dans notre protocole, et aussi pour des raisons de simplification, parce que les patients maniaques, on ne peut pas facilement les scanner puisqu'ils sont très excités avec une accélération psychomotrice importante, et donc dans l'IRM c'est un peu difficile, mais les patients déprimés bipolaires, on peut les scanner, il y a des études, etc., mais on n'arrive pas à distinguer facilement, quand on scanne un patient déprimé bipolaire, ce qui tient au trait d'être bipolaire et à l'état d'être déprimé. Donc là, je vais vraiment m'intéresser à ce qui est lié au trait du trouble bipolaire. Globalement, si on regarde les études anatomiques, alors c'est comme dans beaucoup de troubles psychiatriques, il y a plein de régions dont le volume est diminué, mais
c'est un peu hétérogène, mais certaines études retrouvent que quelques zones dans le cerveau augmenteraient de volume et augmenteraient peut-être de volume avec l'âge, comme l'amygdale cérébrale. Alors, c'est un peu discuté, c'est un peu hétérogène, mais que les patients bipolaires aient une amygdale plus grande que les contrôles, ou que les patients atteints de troubles un peu connexes comme la schizophrénie, etc., je trouve que ça a une chose de particulière, c'est que si vous prenez n'importe quel trouble neuropsychiatrique, le favori auquel vous pensez, vous aimez bien, vous travaillez dessus, les patients, ils ont toujours moins de quelque chose. Je sais pas, moins de substances grises. Pareil, prenez la région que vous aimez bien. Ils auront toujours moins de quelque chose. C'est assez particulier que dans un trouble, les patients ils aient une région cérébrale dont le volume est augmenté. Et je crois quand même que c'est pas quand même complètement un hasard. Dans le trouble bipolaire, on retrouve certaines études où l'amygdale a un volume augmenté. Bon. Ça, c'est dans le réseau automatique de régulation des émotions. Dans le réseau de régulation volontaire des émotions, cortical préfrontal, on retrouve des diminutions de volume de l'amygdale. Et si on regarde les études en imagerie fonctionnelle, je vais en détailler 2-3 après, dans les études en imagerie fonctionnelle chez les patients bipolaires euthymiques, globalement, ce qu'on retrouve, c'est en utilisant des tâches émotionnelles, soit des hyperactivations, soit des défauts de déactivation du réseau de régulation automatique des émotions, l'amygdale, l'hippocampe, les noyaux gris, le thalamus, et puis accompagné d'une hypoactivation des zones corticales préfrontales, ce qui suggère qu'en fait, ces zones-là préfrontales impliquées dans la régulation volontaire des émotions pourraient être inefficaces ou avoir du mal à réguler l'amygdale, l'hippocampe et le réseau automatique de production des émotions. Alors, quelques exemples des études qui ont pu mener à ce genre d'inférences et de modèles, et aussi montrer en fait que on a comme ça des modèles émotionnels, mais on a très peu de tâches. En fait, c'est impossible pour nous de designer une tâche de nature purement émotionnelle. On donne toujours une instruction cognitive, et même si on essaie de la masquer, même si on essaie lors de contraste de soustraire l'interférence entre émotion et cognition, on peut pas le faire. Donc, là, ça c'était une étude où nous, ce qu'on avait voulu faire, c'était alors dans l'autre sens, regarder chez les patients bipolaires l'interférence d'une information de nature émotionnelle sur un processus cognitif simple. Le processus cognitif simple, c'était une tâche classique de go-no-go, donc que vous voyez en bas, où on demandait aux patients dans l'IRM un go-no-go classique selon le genre, si c'était un homme ou une femme, il fallait appuyer, pas appuyer, voilà. Et avec la même tâche, en haut, on a ajouté une information de nature émotionnelle chez les patients, et puis donc le contraste est censé représenter l'interférence émotionnelle dans ce processus cognitif. Et ce qu'on avait retrouvé, c'est un peu le genre de résultat qui est relativement souvent retrouvé chez les patients bipolaires euthymiques, c'est une augmentation d'activation chez les patients dans des structures impliquées dans la reconnaissance ou la régulation automatique des émotions comme l'amygdale ou le cortex préfrontal orbital. D'autres études qui ont pu être menées retrouvent un peu le même genre de résultats. C'est une étude qu'avait menée Pauline à Grenoble sur le traitement du conflit émotionnel là entre ce que, par exemple, en haut, il y a des conflits émotionnels à droite entre le mot que vous voyez indiqué, la joie, et puis le visage, l'émotion exprimée par le visage. Globalement, donc ça c'était chez des patients bipolaires hors de tout épisode, qui étaient censés avoir un faible niveau de symptômes. Ce qui avait été retrouvé, le résultat intéressant, c'était que dans les conditions de conflit émotionnel, il y avait une difficulté, enfin il y avait une moindre déactivation de l'amygdale que chez les patients que chez les sujets contrôle, et puis une diminution de l'activité du cortex préfrontal dorsolatéral. Alors déjà, une hyperactivation de l'amygdale ou des défauts de déactivation et une baisse de l'activation dans le cortex préfrontal, dans les réseaux de régulation volontaire, comment est-ce qu'on relie ça? Donc en fait, on peut relier ça assez facilement avec les études en connectivité préfronto-limbique, qu'elles soient anatomiques ou fonctionnelles, et dans le trouble bipolaire.
on retrouve effectivement des anomalies. Alors ça va un peu dans tous les sens, hein, ça arrive. Des fois c'est augmenté, des fois c'est diminué, mais dans la connectivité préfronto-limbique lors d'une tâche émotionnelle ou au repos. Et pareil de façon anatomique, dans le faisceau inciné qui relie le cortex préfrontal et les zones temporales internes, des anomalies de connectivité anatomique en IRM de diffusion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, suite à toutes ces études et plein d'autres, les modèles actuels neuro du trouble bipolaire, et c'est ça qu'on va utiliser un peu, c'est le titre de la journée aujourd'hui, c'est ça qu'on va utiliser pour développer notre protocole de neurofeedback, c'est que chez des patients bipolaires euthymiques, donc qui n'ont pas euthymique, c'est-à-dire hors de tout épisode dépressif ou maniaque, donc qui ont un faible niveau de symptômes, on va avoir une hyperactivation de l'amygdale et du réseau de régulation automatique des émotions devant une information de nature émotionnelle et qui va être mal régulée par le cortex préfrontal, la régulation volontaire des émotions, et avec un défaut de connectivité entre les deux. Donc le cortex préfrontal va avoir du mal à moduler cette hyperactivation chronique de l'amygdale. Alors après, on peut mettre ça en lien avec les symptômes des patients. En fait, je vous ai dit, les patients bipolaires hors de tout épisode, alors ils peuvent avoir des symptômes de nature anxieuse, ils peuvent avoir quelques symptômes dépressifs à minima, mais ils ont aussi, alors très fréquemment, quelque chose qui n'est pas forcément pathologique, mais qu'on appelle de l'hyperréactivité émotionnelle ou de la labilité émotionnelle augmentée. Typiquement, c'est le patient qui vous raconte que lui, il est au cinéma, il y a un truc triste, ok, bon, alors c'est triste, mais c'est le seul dans la salle à pleurer. Il y a une labilité émotionnelle, un seuil pour déclencher une réponse émotionnelle moins important que dans la population générale, et puis une intensité de la réponse émotionnelle plus importante que dans la population générale, et on pense que ça c'est lié aussi, c'est un facteur qui pourrait entraîner les rechutes d'épisodes majeurs. Voilà, donc je vais passer, Pauline va vous parler de la suite, c'est comment est-ce qu'on peut réguler les émotions chez le sujet sain et puis chez les patients, et puis détailler un peu le protocole. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de psychologie cognitive et de neurosciences cognitives, parce que c'est ma formation à la base. Donc, comme vous l'a expliqué Jocelyn, ce qui nous intéresse, nous, dans le trouble bipolaire, c'est les émotions, et en particulier la génération des émotions, enfin tous les processus de génération des émotions et de contrôle des émotions, de régulation émotionnelle. Donc, au niveau des modèles en psychologie cognitive et neurosciences cognitives, le modèle principal de génération des émotions, c'est le modèle de Gross de 2007, qui suggère que face à un événement émotionnel, le processus de génération émotionnelle suppose tout d'abord une situation émotionnelle qui peut être réelle, donc comme ça peut être un lion dans la savane ou un serpent, enfin un événement extérieur, mais ça peut aussi être un événement interne, donc une pensée générée par un patient ou un souvenir, etc. Ensuite, on a besoin d'attention, on a besoin de diriger notre attention vers la situation pour déclencher une réponse émotionnelle. Ensuite, il y a un processus d'évaluation de la situation, c'est ce qu'on appelle appraisal en anglais, c'est-à-dire qu'on va évaluer cette situation et l'interpréter. Qu'est-ce que cette situation signifie dans le contexte? Est-ce que je suis au cinéma en train de regarder un film ou est-ce que je suis dans la savane et j'ai besoin de courir typiquement? Et suite à cette évaluation de la situation, on va avoir une réponse. Cette réponse émotionnelle, elle peut être expérientielle, comportementale, la fuite, ou neurobiologique. On va avoir des modifications du fonctionnement cérébral et une modification du système autonome. Augmentation du rythme cardiaque, sudation, etc., en fonction de l'émotion éprouvée. Donc, comme je vous le disais, et on va avoir une modification de la situation en fonction de la réponse aussi. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la régulation émotionnelle. Donc, comment se définit la régulation émotionnelle? C'est le processus par lequel les individus influencent les émotions qu'ils ont au moment où ils les ont et la façon dont ils la façon dont ils vont influencer la façon dont ils vivent ces émotions et expriment ces émotions.
Donc, dans le modèle de Gross, on distingue 3 caractéristiques principales au processus de régulation émotionnelle. Donc, tout d'abord, l'activation d'un but. Il faut qu'on ait un but en vue de modifier ce système de génération, ce processus de génération émotionnelle. Ce but, il peut être interne, ça peut être une motivation intrinsèque de vouloir contrôler son émotion, mais ça peut être aussi externe. C'est-à-dire que, par exemple, des parents pourront chercher à calmer leurs enfants qui sont en train de pleurer ou qui sont trop excités, etc. La deuxième caractéristique, c'est la stratégie. On a besoin d'une stratégie de régulation émotionnelle. Cette stratégie, elle peut être explicite, consciente, c'est-à-dire qu'on va chercher volontairement à modifier notre émotion, et consciemment, ou implicite. Elle va se faire de manière automatique, sans qu'on en ait conscience au moment où on le fait, et elle sera complètement automatisée. Et enfin, le résultat du processus de régulation, c'est-à-dire dans quelle mesure on va être capable de modifier la dynamique des émotions. Donc, dans quelle mesure on va diminuer, par exemple, augmenter la latence du processus de génération émotionnelle. On peut aussi moduler la latence d'apparition, l'intensité, la duration et l'extinction de la réponse. Donc on peut chercher à augmenter une émotion ou diminuer une émotion en fonction du but poursuivi. Quelques exemples de buts de régulation émotionnelle. Donc on peut chercher tout d'abord typiquement à diminuer une émotion négative. On va par exemple chercher à diminuer notre anxiété ou notre colère dans certaines situations. Donc là c'est un but interne, mais le but peut être aussi externe, comme par exemple conforter quelqu'un qui serait en désarroi. Deuxième type de but, c'est d'augmenter des émotions positives, donc par exemple d'augmenter notre joie ou l'intérêt pour quelque chose, etc. Donc là, de façon intrinsèque ou de façon extrinsèque, on peut chercher à partager des émotions positives avec autrui, de façon à augmenter lui aussi sa perception de cette émotion positive. Quatrième exemple, on peut chercher à diminuer des émotions positives. Donc, par exemple, pour être en accord avec une situation sociale, c'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas se mettre à rigoler à un enterrement, ça ne se fait pas, on doit pouvoir être capable de contrôler une émotion joyeuse. Ou, de façon extérieure, quelqu'un peut chercher à calmer quelqu'un qui serait trop enthousiaste. Et enfin, dans certaines conditions, on peut aussi chercher à augmenter des émotions négatives, comme c'est le cas par exemple de l'empathie. On va chercher à avoir une apparence en face d'un patient malade, on ne va pas être super enthousiaste, on va augmenter, même si on est médecin et qu'on est habitué à voir des gens malades tout le temps, on va quand même augmenter cette émotion négative pour être en accord avec l'état de notre patient. Donc ça c'était pour les buts. Donc quelles sont maintenant les stratégies, différentes stratégies de régulation émotionnelle. Donc les différentes stratégies peuvent influer sur les différents états du processus de génération émotionnelle. Donc tout d'abord, en amont de la situation, on peut agir sur la sélection de la situation. C'est-à-dire qu'on peut éviter, par exemple, une situation trop stressante. Donc, par exemple, ne pas se rendre à un rendez-vous parce qu'on sait que ça va être trop stressant. On peut modifier directement la situation aussi. Donc, par exemple, je ne sais pas, dans une interaction sociale, si on sent un disconfort parce qu'on est trop proche de la personne, on peut s'en éloigner afin de modifier l'expérience émotionnelle en modifiant la situation. Plus communément, on peut agir sur l'attention, on peut déployer notre attention sur une caractéristique de la situation afin d'en moduler son impact émotionnel, comme c'est le cas par exemple du processus de distraction. Donc par exemple, l'exemple qu'on donne souvent, c'est lors d'un examen, un étudiant qui serait trop stressé, il peut se concentrer sur la chevelure de son prof plutôt lorsqu'il se distribue les copies pour éviter d'être stressé, donc se concentrer sur autre chose.
Un autre type de stratégie qui va cette fois-ci agir sur l'évaluation de la situation, sur l'appraisal, c'est le changement cognitif, c'est repenser et réévaluer la situation, c'est ce qu'on appelle le reappraisal en anglais. On va modifier la signification qu'on donne à la situation émotionnelle. Donc par exemple, l'étudiant en face de sa copie, il peut se dire que c'est qu'un test, que c'est pas l'examen final, que ça va bien se passer, pour avoir une évaluation un petit peu différente de cette situation. Et enfin, on peut agir sur la réponse en cherchant à moduler la réponse émotionnelle et en particulier, une des stratégies souvent utilisées, c'est de chercher à supprimer, à inhiber son émotion en essayant de se calmer, en essayant de respirer de façon plus ample, etc. Donc on va voir comment on peut agir sur ces différents systèmes et en quoi les les stratégies de régulation émotionnelle peuvent parfois être dysfonctionnelles, en particulier dans les maladies psychiatriques. Donc quelques exemples, par exemple au niveau de la sélection de la situation, chez certains patients, par exemple les patients qui souffrent d'anxiété sociale ou de personnalité évidente vont chercher à éviter systématiquement certaines situations, ce qui peut créer un handicap significatif chez ces patients-là. Au niveau de l'attention, par exemple, dans le trouble dépressif majeur, on va avoir des symptômes de rumination où les patients vont se surfocaliser sur certaines pensées négatives en répétant des pensées négatives, etc. Donc l'attention reste bloquée en fait sur quelque chose de négatif. Dans les troubles anxieux, on a également des phénomènes d'inquiétude irrationnelle où les patients focalisent également leur attention sur les pensées et images qui pourraient être potentiellement négatives dans le futur. Donc ils anticipent négativement le futur en se focalisant sur ces pensées-là. Ou encore dans les troubles obsessionnels compulsifs, on va avoir une redirection de l'attention vers des pensées spécifiques et des images mentales qui ont un contenu particulièrement angoissant pour ces patients-là. Au niveau des stratégies de reappraisal, donc de réévaluation cognitive, là pour le coup on observe dans les études sur la régulation émotionnelle en psychologie, on observe plutôt une corrélation négative entre l'utilisation de stratégies de reappraisal et des symptômes psychiatriques. Donc ce serait plutôt une stratégie gagnante pour la plupart des patients. Donc on va en reparler, c'est peut-être une stratégie qui va nous intéresser, nous, pour le traitement des patients bipolaires et une stratégie potentielle pour le neurofeedback. Et enfin, au niveau de la modulation de la réponse, on va avoir des réponses pathologiques, enfin des stratégies pathologiques qui sont par exemple l'abus d'alcool pour éviter une situation stressante ou modifier son anxiété en prenant des anxiolytiques ou des bêta-bloquants, etc. Donc là, on a le cas de patients qui souffrent d'addiction et qui vont utiliser des stratégies de régulation émotionnelle ciblées sur la modulation de la réponse. Juste un petit exemple de modèle dans la dépression. Donc, sur mon modèle de base, ce qui se passe dans la dépression, c'est quand on a face à un événement négatif, les patients dépressifs, ils ont tendance à avoir des biais cognitifs qui font qu'ils vont se focaliser, qui vont avoir un biais attentionnel qui va faire qu'ils vont se focaliser sur cet événement positif, ce qui va créer des ruminations. Donc, ils vont se dire qu'encore quelque chose de négatif est arrivé, ils vont pas pouvoir s'en défaire, etc. Ils ont aussi des biais au niveau de l'interprétation et de la mémoire. Donc ils vont tendance à avoir tendance à se remémorer des événements négatifs et à se remémorer aussi des événements qui sont congruents avec leur humeur, donc plutôt des événements négatifs que des événements positifs. Et tout ça, ça amène à une réponse émotionnelle inappropriée avec beaucoup plus de tristesse, de pleurs et de malaise. Au niveau des résultats, cette fois-ci, sur les processus de régulation émotionnelle, on a différentes stratégies, en fait, l'utilisation de ces différentes stratégies émotionnelles qui vont avoir différentes conséquences au niveau affectif, cognitif et social. Donc je vais juste prendre l'exemple de l'utilisation de la suppression des émotions comme stratégie de régulation émotionnelle par rapport au reappraisal. Et donc là, les études qui ont été menées dans ce domaine-là, elles ont montré
que l'utilisation de la suppression, donc chercher juste à inhiber son émotion, avait au niveau affectif qui permettait de diminuer plutôt des affects positifs, mais qui avait peu d'effet sur les émotions négatives. En fait, les gens arrivent, en utilisant des techniques de suppression émotionnelle, ils n'arrivent pas à supprimer les émotions négatives. On a également, en général, lorsqu'on utilise ce genre de stratégie, une augmentation de la réponse du système nerveux sympathique, donc plus d'accélération cardiaque, etc., donc ce qui, à terme, peut créer d'autres problèmes physiologiques. Et également, dans les études IRM, on a montré que l'utilisation de la suppression entraînait une augmentation de l'activité de l'amygdale et non une diminution, comme elle peut être recherchée. En revanche, on voit que l'appraisal, donc la réévaluation cognitive, permet à la fois d'augmenter les émotions positives, mais de diminuer les émotions négatives, qui n'a pas d'impact sur le système nerveux sympathique et permet de diminuer l'intensité de l'activité de l'amygdale lorsque cette stratégie est utilisée dans des études en IRM qui veulent voir le corrélat neurofonctionnel de l'utilisation des techniques de reappraisal. Donc il y a un impact également sur la mémoire. La suppression, l'utilisation de la suppression entraîne plutôt une moins bonne mémoire, en particulier pour les interactions émotionnelles, alors qu'il n'y a pas d'impact de la réévaluation cognitive. Et au niveau social, les personnes qui auraient plus tendance à utiliser la suppression auraient moins de relations sociales proches, elles auraient moins tendance à s'engager dans des interactions sociales, et elles se reporteraient à être moins liées avec les autres. Alors qu'en revanche, l'utilisation du reappraisal, donc des techniques de réévaluation cognitive, permettrait plutôt de favoriser les interactions sociales et d'avoir des interactions sociales positives. Au niveau neurobiologique, Jocelyn vous en a parlé un petit peu, mais donc le modèle qui correspond, le modèle neurophysio qui correspond au modèle psychologique que je viens de vous présenter est celui de Oxner et Gross. Donc ici, on suppose qu'il y aurait de la même façon une interaction entre les systèmes bottom-up. Donc les systèmes bottom-up sont représentés par les systèmes perceptuels, donc le cortex occipital, temporal et pariétal, mais également les systèmes limbiques, donc le bottom-up affective appraisal system, qui va permettre la génération des émotions. Et il y aurait deux systèmes top-down, donc un système basé sur, représenté par le cortex dorsal préfrontal et le cortex cingulaire antérieur dorsal, qui permettrait de décrire la situation, d'avoir une évaluation, cette évaluation cognitive de la situation, de la décrire pour mieux la contrôler. Et un autre système top-down, cette fois-ci plutôt représenté par les aires préfrontales ventrales et orbitofrontales, et qui cette fois serait responsable de l'évaluation de la situation basée sur le résultat, sur l'outcome de la situation. Donc, dans ce modèle, la régulation émotionnelle au niveau cérébral serait permise par les interactions entre les systèmes bottom-up, donc plutôt de perception et de génération des émotions, et les systèmes top-down, qui sont représentés par les aires préfrontales, dorsales et ventrales. Au niveau des troubles psychiatriques, le modèle dominant, c'est le modèle à 3 composantes, où on suggère que la dysrégulation de l'activité et de la connectivité observée chez les patients psychiatriques serait majoritairement au niveau des régions donc plutôt impliquées dans la cognition, qui sont en bleu sur la figure, donc les régions fronto-pariétales. Une hyperactivation des régions impliquées dans la génération des émotions, donc celles en rouge, plutôt limbique et orbitofrontale. Et également, il y aurait une influence des régions impliquées dans la science émotionnelle, l'arousal, qui sont en vert sur la figure. Le deuxième modèle, c'est le modèle de Phillips. Alors je vais passer rapidement puisque Jocelyn vous l'a déjà présenté, donc qui suggère que la génération des émotions serait permise par les régions limbiques et sous-corticales. Donc il y aurait un système de génération automatique et un système de génération contrôlée. Et les régions en bleu, donc préfrontales, seraient impliquées dans le contrôle émotionnel. Et donc dans le trouble bipolaire, ce qu'on va observer, c'est une altération
de l'activation du système ventral. Donc en fait, l'hyperactivité limbique serait responsable de l'émoussement émotionnel chez les patients bipolaires et le manque de contrôle préfrontal cognitif serait responsable de cette disbalance entre les deux circuits. Donc la question qui va nous intéresser maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut entraîner nos patients à contrôler leurs émotions. Donc d'après ce modèle, à quel niveau on peut agir pour trouver des stratégies psychothérapeutiques qui pourraient aider les patients dans leur quotidien. Donc comme on l'a vu, la distraction et la suppression, c'est des stratégies qui ne sont pas vraiment gagnantes en fait. Il y a trop d'impacts négatifs, elles sont peu généralisables et peu efficaces en fait pour le contrôle des émotions. Donc il y a d'autres stratégies thérapeutiques qui ont montré leur efficacité. Donc au niveau de l'attention, de plus en plus des techniques de mindfulness, donc d'entraînement à la méditation pleine conscience, ont montré un vrai intérêt sur la régulation des émotions, notamment chez les sujets sains. Donc l'utilisation de la mindfulness permettrait une meilleure acceptation des émotions et à engager son attention sur le ressenti plutôt qu'à l'éviter, comme dans le cas de la distraction. Ensuite, les thérapies cognitivo-comportementales ont déjà aussi montré une efficacité, mais elles vont plus se focaliser sur l'évaluation cognitive qu'on fait de la situation émotionnelle. Donc là, dans ces thérapies-là, on cherche à apprendre aux patients à utiliser des nouvelles stratégies cognitives qui vont lui permettre de mieux gérer, par exemple, les ruminations chez les patients qui souffrent de troubles dépressifs. Et l'intérêt pour nous, ce qui nous concerne, ce serait d'utiliser le neurofeedback afin d'apprendre aux patients à moduler leur réponse émotionnelle. Donc, le neurofeedback en IRM, David Lindon vous l'a présenté, mais donc juste brièvement, c'est une technique de neuroimagerie récemment développée. Ce qu'on va chercher, c'est à mesurer en temps réel l'activité cérébrale et à donner un retour sur cette activité aux patients afin qu'ils apprennent à contrôler son activité cérébrale. L'intérêt pour nous d'utiliser l'IRM fonctionnel plutôt que l'EEG, c'est que l'IRM permet de cibler des structures profondes et comme on a pu vous l'expliquer, dans le trouble bipolaire, on a davantage de dysfonctionnement des régions limbiques, en particulier de l'amygdale et aussi des noyaux sous-corticaux. Donc l'IRM, c'est un outil de choix pour aller cibler ces régions qui sont impliquées dans la génération des émotions. Et donc l'efficacité elle a déjà été montrée dans différentes maladies. Donc juste brièvement, dans la dépression, il y a un essai qui a été conduit sur la dépression majeure par l'équipe de Young aux États-Unis, qui a comparé en fait l'entraînement au neurofeedback chez des patients dépressifs. Ils avaient un groupe où ils entraînaient les patients au neurofeedback de l'amygdale et un autre groupe où ils entraînaient les patients sur une région contrôle, donc ici le sillon intrapariétal. Et dans cette étude, ils ont pu montrer une diminution significative des symptômes de dépression chez ces patients. Donc après les 3 visites, donc dans cette étude, ils avaient différentes mesures de dépression. Et en fait, sur les différentes mesures, on voit vraiment une diminution significative des symptômes et qui perdure quelques semaines après, ou je crois que c'est 1 mois après dans cette étude, en follow-up. Donc la stratégie apprise par les patients permet d'être généralisée dans le futur. Donc on voit un impact... c'est une étude quand même randomisée, contrôlée, qui a montré que l'entraînement au neurofeedback de l'amygdale permettait de diminuer les symptômes dépressifs dans cette population. Dans d'autres populations, donc par exemple dans le trouble de la personnalité borderline, qui est assez proche du trouble bipolaire, il y a eu un essai qui a été conduit qui a montré que l'entraînement au neurofeedback de l'amygdale face à des stimuli négatifs permettait de diminuer l'intensité des émotions négatives dans ce trouble. Et dans les études qui se sont intéressées à la régulation émotionnelle, au processus de régulation émotionnelle chez les sujets sains, donc ici, ces études de neurofeedback ont été conduites dans le but d'améliorer
régulation émotionnelle en donnant un feedback sur la connectivité des régions frontolimbiques. Donc ici, c'est l'étude de Couche en 2017. Donc ils avaient deux modèles, un modèle top-down et un modèle bottom-up, et ils donnaient au sujet comme feedback la connectivité, le retour de la connectivité entre les régions frontales et limbiques. Et dans cette étude, en fait, le but c'était d'augmenter les émotions positives. Ils ont pu montrer que suite à l'entraînement au neurofeedback basé sur la connectivité, les participants rapportaient davantage d'émotions positives. Une autre étude qui a été menée récemment chez les patients sains, chez des sujets sains, mais qui avaient une forte anxiété. Donc ils les ont entraînés à contrôler la connectivité entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédial. Et ils ont montré d'une part que les sujets sains étaient capables de diminuer les niveaux d'anxiété suite à l'entraînement au neurofeedback basé sur la connectivité frontolimbique, mais également ils observaient une modulation de la connectivité de ces régions suite à l'entraînement. Et donc ça c'est quelque chose, je crois, dont on n'a pas encore parlé ce matin, mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous de voir quels sont les mécanismes cérébraux qui vont permettre l'amélioration, en tout cas l'apprentissage ou les modifications comportementales suite au neurofeedback. Et un des enjeux de la recherche, en tout cas un des objectifs qu'on a, c'est d'évaluer la plasticité cérébrale après entraînement pour voir un petit peu en quoi cet apprentissage peut modifier la physiologie cérébrale. Et ça, c'est une méta-analyse récente qui a été publiée sur spécifiquement la régulation émotionnelle et le neurofeedback. Donc ici, ce qui est représenté, c'est les différentes régions qui ont été ciblées dans cette review. On voit qu'il y a à peu près une trentaine d'études qui ont été conduites. La majorité des études ont utilisé l'amygdale, le feedback de l'amygdale. C'est que des études en IRM fonctionnel. Mais bon, il y a quelques études qui ont utilisé le feedback de l'insula, du cortex cingulaire antérieur, et aussi une dizaine individualized, c'est parce que c'est des régions qui ont été choisies par sujet, par un contraste ou du multivarié. Et donc, à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune étude en neurofeedback sur le trouble bipolaire. Il y a eu des effets faits dans la dépression, dans trouble de la personnalité borderline, les syndromes de stress post-traumatique, la schizophrénie, mais aucune étude publiée à ce jour dans le trouble bipolaire. Donc le trouble bipolaire, comme je sens que vous l'expliquez, c'est une maladie qui se caractérise par des périodes dépressives et maniaques, avec des périodes de stabilisation. Mais en fait, pendant ces périodes de stabilisation, où les patients donc, ne sont pas clairement dépressifs ni clairement maniaques, il y a quand même des symptômes résiduels, ce qu'on appelle la dépression subsyndromale. Et en fait, ces symptômes, ils créent vraiment un handicap pour les patients, ils le rapportent souvent. En tout cas, fonctionnellement, pour eux, c'est important d'avoir des stratégies pour pouvoir les traiter. Et également, il y a d'autres études qui ont montré que la persistance de ces symptômes et l'intensité de ces symptômes avaient tendance à précipiter les rechutes. Donc, un patient qui va avoir davantage de symptômes résiduels aura tendance à plus fréquemment rechuter qu'un patient qui a peu de symptômes résiduels. Mais alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de technique thérapeutique pour cibler directement ces symptômes résiduels. Les patients, en fait, ils sont bien stabilisés par leur traitement médicamenteux, ce qui permet d'éviter les rechutes sévères, mais il y a vraiment très peu d'options pour cibler directement ces symptômes-là. Donc l'hypothèse de notre étude, donc toujours par rapport à mon modèle, c'est d'agir directement sur la réponse émotionnelle et en particulier sur la réponse amygdalienne chez les patients. Donc on va utiliser le neurofeedback en IRM pour apprendre aux patients à mieux réguler leurs émotions en régulant l'activité de l'amygdale, parce que comme Jocelyn vous l'a présenté avant, dans les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'études de fait en IRM fonctionnel chez les patients et donc, en général, on observe quand même une hyperactivation de ces systèmes de génération émotionnelle par rapport à des sujets sains. Donc l'idée, c'est d'utiliser le neurofeedback pour leur apprendre à réguler le système de génération émotionnelle. Donc l'hypothèse, c'est que le neurofeedback va permettre de moduler la réponse émotionnelle. Et ça, ce sera fait par le biais de nouvelles stratégies cognitives, en fait, c'est-à-dire que les patients, nous, on ne va pas leur donner d'instructions, donc ils devront trouver par eux-mêmes une stratégie qui leur permettra de réguler l'activation de l'amygdale. Et en fait,
l'idée, c'est que la facilitation de ces nouvelles techniques de reappraisal vont permettre, suite à cet entraînement au neurofeedback, de créer une stratégie qui sera cette fois-ci habituelle, et ainsi de créer une réponse habituelle pour les patients, et en tout cas d'améliorer la régulation émotionnelle et indirectement les symptômes dépressifs résiduels dans cette population. Donc nos objectifs, l'objectif principal, c'est d'utiliser le neurofeedback en IRM fonctionnel pour diminuer les symptômes dépressifs et anxieux des patients bipolaires. Nos objectifs secondaires, c'est d'une part d'évaluer l'effet du neurofeedback sur le fonctionnement émotionnel et cognitif des patients. Donc on va regarder en quoi cet entraînement en neurofeedback change leur profil cognitif et émotionnel. On va s'intéresser également aux mécanismes cérébraux qui pourraient impliquer dans l'entraînement au neurofeedback. Donc on va évaluer la plasticité cérébrale à la fois fonctionnelle et structurelle pré-post-entraînement au neurofeedback. Et enfin, on va aussi chercher à identifier quel profil de patient aurait tendance à mieux répondre à ce type de traitement. Concrètement, donc on va réaliser un essai en double aveugle contrôlé. La moitié des patients sera affectée à au groupe expérimental qui aura le feedback de l'amygdale, et l'autre moitié à un groupe contrôle qui recevra le feedback d'une région contrôle. On a prévu d'inclure 64 patients au total dans l'étude, donc 32 dans chaque groupe. Et cette étude, elle va se réaliser, en fait, on a obtenu un PHRC national en décembre de l'année dernière pour réaliser cette étude. Et donc on va scanner des patients à Neurospin, donc les patients du CHU de Créteil, ici à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, et à Grenoble, au CHU de Grenoble, sachant que tous les 3 centres font partie du réseau national des centres experts en troubles bipolaires. Donc on a des évaluations qui sont standardisées, etc. Les critères d'inclusion, je passe vite. Nos patients, on va juste prendre des patients qui ont entre 18 et 50 ans parce qu'il y a des risques de démence assez forts après 50 ans chez les patients bipolaires. On va chercher à ce qu'ils soient stabilisés mais qui présentent quand même des symptômes résiduels, donc de l'anxiété résiduelle et des symptômes résiduels. Et par contre, les patients prendront leur traitement comme d'habitude. On ne peut pas vraiment faire un essai où on va faire juste le traitement comme d'habitude versus neurofeedback, parce qu'en fait, on ne peut pas leur enlever leur traitement. Il faut qu'ils continuent à prendre leur traitement pour pouvoir être stabilisés. Le schéma de l'étude, c'est un peu dense, mais brièvement, donc, il y aura une session initiale avec évaluation clinique et un premier IRM. Ensuite, les patients seront affectés aléatoirement au groupe expérimental ou au groupe contrôle. On prévoit 4 sessions d'entraînement au neurofeedback. Dans chaque session, il y aura un run baseline qui va nous permettre d'avoir l'activité de base et éventuellement d'entraîner un classifieur si on décide d'utiliser un classifieur pendant cette période-là. Ensuite, il va y avoir 3 runs avec feedback où on va présenter des images émotionnelles pour apprendre aux patients à trouver une stratégie qui leur permettra de réguler l'activité de l'amygdale. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est qu'en présentant ces images émotionnelles, on va créer une activation de l'amygdale, et eux, ils vont devoir trouver une stratégie pour réguler la jauge qui leur sera présentée à la fin de chaque bloc. Donc il y aura 10 blocs de 10 essais. Non, pardon, il y aura 10 essais par run, et ensuite un run sans feedback pour voir s'il y a un transfert d'apprentissage ou si le feedback est vraiment nécessaire. Et enfin, on fera un follow-up à 1 mois et 6 mois si possible pour voir si les effets positifs se maintiennent. Donc ça, c'est le planning de notre étude, et actuellement on en est là. Donc on est en train de développer notre protocole, de le tester sur sujet sain d'abord, et on prévoit les premières inclusions de patients pour janvier 2020. Je vous remercie.